rêve surprise. C'est le titre de cet enregistrement fait lors du mois de juillet de l'année 2024. Donc, un des aspects de ma vie, d'ailleurs, j'en ai fait une étude ponctuellement au fil de mes enregistrements, c'est l'étude des rêves que je fais. Naturellement, vous pouvez étudier vos propres rêves, observer qu'est-ce qui se passe. J'ai fait au fil du temps des rêves de guerre, de combat énergétique entre moi, des entités astrales, où ce que j'étais impliqué dans une multitude de conflits. Mais là, ce qui était surprenant, c'est que c'est un rêve que j'ai trouvé plutôt agréable, intéressant et qui m'a surpris. Donc, je me suis dit, ça va faire un petit peu changement là, que de parler de rêves en lien avec des combats occultes. Donc, dans mon rêve, eh bien, j'étais dans une salle et puis il y avait le philosophe jovialiste André Moreau, auquel j'ai fait allusion dans nombreux enregistrements. J'ai fait plusieurs rêves où j'assistais à ses conférences. Donc, à ce sujet-là, il n'y a rien de surprenant. D'ailleurs, j'ai fait des rêves aussi que j'assistais à des conférences de Bernard de Montréal. Ensuite, l'ufologue québécois Jean Cazot. C'est sûr que si j'écoute des enregistrements de leurs conférences, à un moment donné, ben, ça peut teinter mon univers onirique, c'est-à-dire les rêves. Donc, ça, à ce sujet-là, ça ne me surprend pas. Par contre, ce qui m'a surpris, ça a été le sujet du rêve. C'est-à-dire que dans ce rêve particulier que je vais décrire, bon, j'ai pris quelques notes après avoir fait le rêve puis m'être réveillé pendant la nuit pour être capable de m'en rappeler par la suite. Eh bien, dans ce rêve en particulier que je vais vous présenter, c'est un petit peu en faisant des capsules audio comme ça, un petit peu comme au lieu de transcrire en détail mon rêve dans mon journal personnel, là ce que j'en fais, c'est que j'en fais un enregistrement audio que je vais commenter. Donc dans mon rêve, il y a plusieurs personnes qui assistent à une conférence d'André Moreau. Et André Moreau, fait du temps, il a produit de nombreuses lectures de visage. C'est-à-dire qu'il va regarder le visage des gens et à partir du clair-voir qu'il va appeler, c'est-à-dire la vision qu'il a au niveau de sa conscience par rapport aux gens, il va être capable de capter l'être des gens ou leur essence, comme il dirait. Donc, dans le fond, il disait la profondeur est contenue dans les surfaces et à quelque part, ce que vous dégagez est rempli d'informations. Et à travers la perception, entre autres, du visage d'une personne, il était capable de décrire sa personnalité, différents aspects de sa psychologie, et ainsi de suite, sans que la personne ait abordé ces éléments-là d'une manière explicite. Donc ça, c'est une faculté qu'il a particulière, qu'il a manifestée. D'ailleurs, il y a des enregistrements de conférences de lui là, où il va procéder à des lectures de visage. Et la particularité de mon rêve, pourquoi que je dis c'est une agréable surprise, c'est que dans mon rêve, André est là et il va faire une lecture de visage par rapport à ma fille. Et il en dresse un portrait. Donc, tout d'abord, il dit qu'elle a une personnalité analgésique. Donc, dans la description qu'il fait en fixant ma fille. Donc, analgésique, c'est un terme qui veut dire qu'il enlève la douleur. Après avoir fait le rêve naturellement, j'étais voir sur Internet pour aller chercher les détails par rapport à certains termes utilisés. Puis, dans les faits, dans les derniers jours, le contact avec ma fille est souvent souriante et souvent heureux, puis je me sens bien en sa présence, détendue. Elle est dans le moment présent. Donc, au moment où je vous parle, ma fille a environ 1 an et demi, est dans l'esprit du jeu, de la découverte, est souvent souriante aussi. Fait que je me sens bien en sa présence. Donc, ça se peut qu'on pourrait faire une interprétation du rêve en disant que c'est une partie de moi-même qui avait remarqué que ma fille m'apportait, m'enlevait une certaine lourdeur ou douleur de mon vécu au quotidien avant sa naissance, ou que, dans le fond, j'avais peut-être une vision plus sombre de la vie en écoutant les médias, les lanceurs d'alerte. En tout cas, là, en y accordant de l'importance, ben,
ça a cette fonction-là dans ma vie. C'est sûr que dans un sens, oui, c'est ça. C'est une partie de moi-même qui peut me refléter ça à travers le personnage d'André Moreau qui apparaît dans mon rêve. Mais on peut prendre le rêve à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être l'essence d'André qui est dans le rêve qui dit ça, ou c'est une partie de moi-même, mais dans une certaine perspective, nous ne sommes pas séparés des autres, puis la frontière entre soi et autrui n'est pas absolue, comme le démontre la physique quantique. Donc, on peut prendre les choses à plusieurs niveaux. Donc, des fois, c'est intéressant à aborder ça dans ce sens-là. Mais le point que je veux faire, pourquoi que je dis le rêve, ça a été une agréable surprise, c'est que j'ai jamais, avant de faire ce rêve-là, eu l'idée de demander à André de faire une lecture de visage par rapport à ma fille. Cette idée-là ne m'avait pas effleuré l'esprit au préalable. Donc, ça a suscité ma curiosité. Ensuite, en faisant une description, bon, ce qu'il me disait, c'est que je vais comme lui transmettre ma culture, ce que j'ai appris au fil du temps, une forme de savoir que j'ai développé de mon contact avec elle. Puis, ce qu'il me disait aussi dans le rêve, c'est que ma fille allait avoir une capacité de comprendre des choses très précises, très pointues en termes de savoir. Par contre, en même temps, avoir ses limites parce qu'elle ne parviendra pas à l'éveil à un certain niveau. Ouais, il me dit qu'elle ne parviendrait pas à l'éveil. Là, quelqu'un peut entendre ça, peut trouver ça décevant. Mais c'est parce que ça dépend de ce qu'on entend par éveil. Mais là, par la suite, naturellement, je me suis réveillé. Mais je pourrais passer la prochaine demi-heure ou la prochaine heure ou les prochaines 6 heures à élaborer sur la notion d'éveil. Parce que parvenir à l'état d'éveil, on peut l'entendre à plusieurs niveaux. Dans un sens, ma fille, au moment où je vous parle, est heureuse et joyeuse, il y a de la lumière dans les yeux, elle a du plaisir, elle s'émerveille facilement. Dans un sens, elle est éveillée et est dans un état tel qu'il ne saurait être amélioré. Alors, pourquoi vouloir parvenir à une forme d'éveil pour aller plus loin, alors qu'elle baigne déjà dans une forme d'état à un certain niveau, ne serait-ce que d'éveil à son environnement, là, est très présente là, dans le ici et maintenant. Là. Donc, dans un sens, pourquoi s'éveiller si on est déjà rendu? Dans un autre sens, si on prend l'éveil en termes de combat occulte pour arracher son identité réelle, donc si on prend le sens d'éveil dans un sens que ça implique une guerre, à ce moment-là, je ne souhaite pas nécessairement qu'elle parvienne un éveil, surtout pas dans un sens supramental. Dans un sens supramental, l'éveil représente le produit d'un état de la destruction, ne serait-ce que partielle, de la psychologie subjective de l'individu qui est en relation avec des événements chocs traumatiques et de grandes souffrances. De mes observations faites au cours de ma vie, pour ce qui est de parvenir à l'éveil au niveau dans une perspective supramentale, j'en suis venu à des conclusions qui sont vraiment atroces. Puis je comprends que les enregistrements en lien avec le supramental sont moins populaires que des enregistrements de haute spiritualité. C'est que le processus pour parvenir à l'éveil dans un sens supramental, qui est différent dans un sens spirituel ou dans un sens philosophique, parce qu'il y a plusieurs sens au mot éveil, est extrêmement pénible et douloureux. Je ne peux pas vous dire le contraire, ça serait malhonnête. Là. Parce que l'éveil au niveau supramental représente, ce que je vous dirais, c'est de passer par des événements chocs qui créent des tensions, qui créent des souffrances, qui créent une modification de la psychologie avec une plus grande densité énergétique, un plus grand enracinement par rapport à des chocs de vie qui empêchent l'individu d'être un pelleteur de nuages, d'être un naïf, qui fait de l'individu un combattant. L'éveil au niveau supramental fait l'individu un guerrier. Donc,
Les chocs de vie nécessaires pour ça sont extrêmement intenses. Si vous me posez la question en tant que père, est-ce que tu aimerais mieux que ta fille, dans le fond, vive un éveil au niveau supramental ou pas, sachant que la facture est très lourde à payer, j'aurais moins le goût. Parce que qu'est-ce que ça peut représenter, vivre l'éveil au niveau supramental? Ben, ça peut représenter un enfant qui se fait violer, un enfant qui vit de la maltraitance physique, un enfant qui va vivre un accident important d'automobile, qui va vivre l'intimidation à l'école, qui va être confronté à des énergies négatives très fortes. Un éveil, ça peut représenter l'enfant, par exemple, qui grandit en Ukraine, puis qui voit ses camarades de classe du jour au lendemain, qui apprend qu'ils sont morts parce qu'il y a un missile qui est tombé sur leur maison, et ainsi de suite. Tu sais, un éveil au niveau supramental, il y a une dimension brutale. C'est comme la personne, pour sauver, il faut qu'elle mange des cadavres humains, ou que la personne fait la guerre en Ukraine, puis est obligée de tuer des gens, parce que sans ça, elle va se faire tuer par ces gens-là. Tu sais, c'est très sordide. Là, les gens vont dire, t'exagères. Ben, en fait, ce que je vous dirais, c'est que ce que je considère, selon mes observations, par rapport à la notion d'éveil au niveau de la conscience supramentale avec un grand E, qu'une personne qui n'a pas vécu une dépression majeure, c'est-à-dire passer au moins une période de 2 semaines au minimum avec des symptômes de dépressif, l'écroulement de la psychologie conventionnelle, donc perte de sens, perte de repères, grande tristesse, état de fatigue importante, perte d'appétit, ne peut pas parvenir à la conscience supramentale parce que ça prend une souffrance dans la matière pour amener la personne à contester sa relation avec l'esprit qui est en relation avec la souffrance vécue dans la matière. Sans cette contestation d'une souffrance vécue, cette rébellion psychique de l'individu par rapport à l'imposition d'une programmation ce qu'il subit, ben à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité d'intégrer l'énergie de l'esprit à travers un rapport de force qui s'installe entre lui et l'esprit. Et l'éveil au niveau supramental, naturellement, est initié par des forces qui nous échappent, mais la facture est très lourde à payer. Et il n'y a pas de passe-droit. Quelqu'un ne peut pas dire, ben, je vais méditer pendant 30 ans en écoutant de la petite musique douce puis en faisant des mouvements de yoga pour parvenir à l'éveil au niveau supramental. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à travers des chocs de vie. Dans le sens que la personne, admettons, elle vit au Rwanda. À un moment donné, j'ai rencontré une femme, puis elle, il y a une partie de sa famille qui s'était fait découper par la machette, puis elle avait survécu. Elle a réussi à encaisser le choc, puis être capable de fonctionner en société, puis être capable de travailler. Bon, ben, ça prend une très grande capacité de résilience pour faire ça. Tu sais, la personne est dans une situation de guerre civile. Il y a une partie des gens de sa famille qui meurent alors qu'elle est cachée dans une maison, puis ils sont tués dans la maison où elle se trouve, puis elle est capable de se relever, puis être capable de fonctionner. Bon, mais ça, c'est un exemple d'éveil dans la densité énergétique en relation avec des très grandes zones de souffrance. Probablement que cette femme-là à qui j'avais parlé, qui représente un haut niveau de choc à portée traumatique, on s'entend, puis il y en a beaucoup qui vivent ce niveau-là, puis ils ne se relèvent jamais, puis ils virent suicidaires ou ces antidépresseurs pour le reste de leur vie. Bon, ben, cette personne-là, c'est sûr que ça donne une grande force de volonté. Humainement parlant, est-ce que c'est souhaitable de vivre des chocs aussi intenses? Quand je regarde ça avec empathie, la réponse c'est non. Par contre, au niveau énergétique, est-ce que ça peut être nécessaire? Malheureusement, au niveau de l'esprit, c'est oui. Est-ce que je suis d'accord avec ça sur le plan moral? Naturellement, c'est non. Est-ce que j'aimerais ça que ma fille ou mes proches vivent ça en tant qu'égaux? La réponse, c'est non. Mais j'en suis venu à un point, naturellement, que je ne souhaite pas nécessairement l'éveil supramental de mes proches parce que ça implique des combats occultes. Moi, je suis impliqué, malgré moi, dans des luttes occultes très fortes qui m'ont occasionné des grandes souffrances. Puis, ce que je peux dire, c'est que je suis heureux d'être encore en vie. Je me sens un peu comme un boxeur qui tient sur le ring. Je suis rendu quand même à 43 ans. Mais je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui vivent des chocs et qui vont finir par se suicider en lien avec des tensions énergétiques intenses. Donc, ça fait partie de la vie. En fait,
l'initiation qui mène à la conscience supramentale, puis l'éveil avec un grand E, qu'on est dans un monde de domination, d'exploitation, c'est au niveau de la souffrance. Et le dilemme éthique, c'est qu'on peut dire, ah ben, on aimerait ça que les gens qui sont proches de nous soient éveillés, mais est-ce que, dans le fond, le passage qui mène à ça est agréable? La réponse, c'est non. C'est un petit peu comme la personne a dit, ben, je veux aller au paradis, mais je veux pas mourir ou je veux pas souffrir avant. Or, la réponse, c'est que pour passer à la conscience éthérique, la conscience libre des enfers planétaires, astrales, ben, il faut passer par une forme d'épuration mentale qui est en relation avec la souffrance puis des combats dans lesquels on va être impliqué. Là, il y a des gens qui vont sans doute écouter l'enregistrement, vont dire, ben là, c'est parce que toi, tu as une tendance paranoïaque, tu as été traumatisé quand tu es jeune dans ton rapport à ton père, puis tout ça teinte ta vision de la réalité. Oui, dans un sens, mais en même temps, ce que je vous dirais, c'est que les observations que les gens qui ont des grosses vibrations, qui ont des grosses volontés, puis qui ont une colonne droite, ils ont passé à travers des chocs. Des gens qui ont toujours une vie douce puis que tout va bien, ils ne développeront pas le même tonus énergétique. C'est comme quelqu'un qui n'est pas confronté à des. Confronte pas ses muscles à des chocs. Bon, ben la masse musculaire ne se déchire pas pour se refaire plus fort. Bon, ben c'est la même chose pour la structure énergétique humaine. Il faut qu'elle soit défaite pour qu'elle soit faite plus forte pour être capable d'encaisser plus de chocs, plus de descente d'énergie, puis aller plus loin dans le processus de la fusion si la personne a à vivre ça. Est-ce que je souhaite que des gens avec ma conscience que j'ai aujourd'hui vivent la fusion? Non. C'est un petit peu comme est-ce que vous souhaiteriez à votre enfant qu'il se fasse agresser sexuellement, violer, démembrer, séquestrer, qu'il ait un cancer en bas âge, des trucs extrêmes de choc? Si vous l'aimez vraiment, la réponse c'est non. Par contre, s'il ne vit pas de choc à un certain niveau, il ne s'éveillera pas au second niveau. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, ça fait partie. Le drame de ma vie, ça a été les chocs. J'en ai vécu. Bon, j'ai une relation difficile avec mon père dans mon enfance. J'ai vécu une forme de domination de sa part qui a fait que par la suite, j'ai voulu m'affranchir de différentes formes de domination puis de m'en prémunir dans ma vie en général. Puis je suis très sensible aux rapports de domination que les êtres humains vont vivre par rapport à d'autres et ainsi de suite. Mais pour en revenir à mon sujet, bon, ben, le rêve, ça a été une belle surprise parce que, je vous le dis, je suis très honnête, j'ai jamais voulu qu'il y ait une lecture de visage consciemment qui soit faite par rapport à ma fille, mais si dans le rêve, je vois André Moreau qui a fait, ben là, je suis curieux, je vais voir qu'est-ce qu'il va dire. J'ai pris des notes en lien avec son propos. Puis il y a des choses que je vais voir parce que dans la lecture et la perception que j'avais, c'est que ma fille va être très intelligente, avoir un savoir très précis, elle va être très articulée, avoir une vision très systématique, structurée du monde aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Mais je voulais aborder aussi à travers l'enregistrement le fait que des fois, on peut avoir des rêves qui sont agréables à un certain niveau. Est-ce que dans le fond, dans le rêve, le fait que je me suis fait dire qu'elle ne parviendrait pas à l'éveil à un certain niveau, ça m'a créé une déception? Pas nécessairement. Sachant le prix que ça a payé, puis qu'est-ce qui va arriver réellement, je ne sais pas. C'est un rêve, hein? Dans un sens, c'est pas moi qui contrôle la vie de ma fille. Puis, on va voir qu'est-ce qui arrivera dans les prochaines années. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on souhaite puis des répercussions occultes que ça peut avoir, puis pas souhaiter des choses qui finalement, quand on regarde en détail les implications que ça a, ça représente un paquet de souffrances. Parce que souhaiter, par exemple, l'éveil au second niveau de la conscience, c'est de souhaiter que la personne devienne un soldat. Le drame de ma vie, c'est que je vais être très honnête avec vous, je suis tiraillé en différentes forces. D'un côté, j'ai dans mon environnement des êtres à caractère plus spirituel ou angélique, entre autres dans ma famille, qui vont aimer ma famille, belle famille aussi, là, c'est des gens très pieux, donc des gens catholiques. Ma mère est passée 70 ans, mes beaux-parents 80 ans, mon père est décédé. Puis c'est des gens qui vont aller à la messe, qui vont donner de l'importance à la religion.
faire le bien. Donc, il y a une vision spirituelle. Il y a une dynamique derrière ça. Puis j'ai dans mon âme, dans ma structure, des éléments qui vont dans ce sens-là. J'ai un côté, des fois je me sens un peu comme un prêtre qui va bénir sa nourriture avant de manger. C'est une chose que je fais. Je suis dans la gratitude. Vous pouvez l'essayer, puis regarder votre rapport à la nourriture par la suite. Bénir le lieu dans lequel je me trouve. Bénir l'environnement où ce que le logement où ce que je vis. Bénir ma compagne, ma fille. Être dans un état de gratitude, d'appréciation, d'amour. Il y a une belle vibration derrière ça. Donc, au moment où je vous parle, au mois de juillet, c'est l'été. Je ne fais pas du jardinage, mais je suis capable d'apprécier des voisins qui font du jardinage, leurs fleurs. Je me nourris de la beauté, je me sens contemplatif. J'aime me faire bronzer au soleil. Et je visualise que je me nourris, dans le fond, par rapport aux émanations du soleil qui vont caresser ma peau, tel un massage. Donc, à quelque part, l'idée, c'est que je me nourris des photons qui proviennent du soleil. Je visualise ça, que ça va m'énergiser, ça me dynamise. Puis en effet, quand il fait soleil, ben, ça me donne plus d'énergie. J'ai été teinté, c'est sûr, de mon rapport à ma grand-mère qui vivait un peu comme une sainte. Elle priait 4 fois par jour. Je me rappelle quand j'allais chez elle, elle est décédée, j'avais déjà fait allusion à elle dans d'autres enregistrements. Elle est morte alors qu'elle avait l'âge de 90 ans au mois d'août de l'année 2023. 99 ans, pardon. Au mois d'août 2023. Elle s'était presque rendue à 100 ans. En fait, il lui manquait 2 mois pour se rendre à l'âge vénérable de 100 ans. Quoique 99 ans aux 100 ans, c'est quand même un âge vénérable extrêmement avancé par rapport à l'état de la civilisation dans laquelle on se trouve. En ce sens que si la moyenne d'âge, par exemple, au Québec est de 82 ans, puis quelqu'un se ramasse à 99 ans, c'est quand même excellent là, en termes d'espérance de vie. Mais elle, sa particularité, c'est qu'elle priait 4 fois par jour, un peu comme une religieuse. Chez elle, il y avait une immense statue qui représentait Jésus-Christ, qui était là. Donc, il y avait beaucoup de symboles religieux. À Noël, elle faisait une crèche, autrefois, quand elle était plus en forme, une crèche qui était quand même assez grande, en lien avec la vie de Jésus. Donc, elle était beaucoup dans la prière, la contemplation aussi. Donc, j'ai hérité un peu cette dimension-là. Puis j'en suis venu à la conclusion que de prier ou de bénir, il y a une dimension d'action de la conscience. Certains vont parler de l'effet placebo. Le simple fait de croire que quelque chose va aller mieux, ben, ça peut aider. Donc, il y a cette dimension d'auto-hypnose aussi. Puis il y a la dimension aussi qu'on est tous interreliés, puis le fait de bénir ou de prier pour la santé de personnes qu'on aime en invoquant une force transcendante, Dieu, ou d'ordonner à l'être d'être en santé dans une optique d'action immanente. Dans les deux cas, ça nous branche à quelque chose de constructif. Donc, dans ma dimension spirituelle, en tant que conscience, puis ma compagne, elle a cette dimension-là aussi. Ma compagne est très diplomate, délicate, avoir des propos respectueux, pondérés. Donc, puis elle va partager certaines affinités religieuses. Elle n'aimera pas la guerre, les conflits. Elle va chercher l'harmonie. Donc, moi, je suis du signe de la balance. Ma grand-mère était du signe de la balance aussi. Donc, on avait des affinités en termes de programmation. En fait, je suis ascendant balance pour être plus précis. Là. Mon signe, c'est le Verseau. Ascendant balance, ce qui fait que c'est un signe d'air, à la fois le signe principal puis l'ascendant. Donc, je suis très aérien. Ma grand-mère était du signe de la balance, fait qu'on s'entendait très bien. On aimait les belles choses, l'art, le raffinement, le sens de l'esthétisme. Elle m'accompagnait quand je faisais des dessins. Puis c'était toujours dans une forme de bonté. Donc,
Ça fait à peu près 1 an qu'elle est décédée, puis je repense à elle, puis je conserve un bon souvenir d'une personne bienveillante, d'une personne aimante, qui avait souci de mon développement, puis qui m'accompagnait dans mes créations artistiques, alors qu'elle ne s'était pas permis de peinturer, mais elle vivait, je pense, à quelque part par procuration à travers moi, son intérêt pour le domaine des arts en me supportant, en m'encourageant dans mes dessins et ma vie en général. Donc, ça a été une présence bienfaisante. Mais le fait qu'elle se souciait des autres, puis elle avait un esprit bienveillant, bon, ben, la bienveillance qu'elle voulait apporter aux autres, dans un sens, elle l'apportait à une partie d'elle-même. C'est comme la personne qui prie pour que l'autre personne soit en santé. Bon, ben, si elle visualise qu'elle est en santé en priant, c'est parce que l'autre, dans un sens absolu, n'existe pas. C'est comme si, parce qu'on n'est pas séparé des autres, c'est comme visualiser qu'on est soi-même en santé, puis on s'investit de ça. Puis en priant plusieurs fois par jour, ben c'est comme on s'investit de cette conscience-là. Moi, j'ai l'impression que le fait qu'elle s'adonnait à la prière, avait un peu vécu comme une religieuse ou une mystique, a été propice à sa longévité. Puis il y avait une dimension contemplative aussi. Elle aimait regarder en arrière de sa maison la cour, avec les plantes, les fleurs, la verdure, la végétation. J'ai un côté comme ça, hein. Là, c'est sûr qu'on est au mois de juillet. Quand j'ai l'occasion, je vais me faire bronzer au soleil. Naturellement, je vais aimer m'étendre au soleil. Souvent, je vais écouter des enregistrements avec la conscience, du web à partir d'un lecteur MP3. Il y en a plusieurs présentement. Puis, je visualise que j'absorbe les rayons du soleil qui me régénèrent. Récemment, j'ai écouté des enregistrements par rapport à Bruno Groening. Vous en avez beaucoup sur YouTube. C'est un guérisseur qui a vécu en Allemagne, qui est décédé aujourd'hui, là, qui a vécu et qui a été en activité de 1949 jusqu'à 1958, au moment de son décès. Et puis, j'ai étudié un peu son enregistrement. Naturellement, ça rejoint ma sensibilité spirituelle que je partage avec ma compagne. Ma compagne n'a pas nécessairement une vibration guerrière. La vibration guerrière, récemment, je revisitais un enregistrement de Marc de la Salle que j'avais fait, d'ailleurs que j'ai mis en ligne sur mon canal YouTube. Puis lui, il a la vibration d'être un guerrier de la conscience, là. Mais il y a une dimension là-dedans que je ne suis pas à l'aise. Puis j'avais une discussion avec ma compagne récemment parce que à un moment donné, tu ne peux pas être tout le temps sous tension puis dans un esprit de combat parce que si la tension est constante, un peu comme un muscle que tu utilises constamment, bon, quelqu'un qui fait du travail manuel va se reconnaître dans ce que je dis. La personne qui passe sa journée, par exemple, à clouer des clous avec un marteau, ou elle utilise, dans le fond, un appareil qui va permettre, en appuyant sur la détente, un fusil à clous, de clouer des clous, même s'il appuie constamment sur la détente, dans les deux cas, ça va y créer des tensions au niveau du poignet. Quelqu'un qui fait moindrement des mouvements répétitifs physiques d'une manière constante, ça crée une fatigue. Puis quelqu'un qui est tout le temps en colère, s'il n'y a pas de période de repos adéquate entre le vécu de deux colères, il y a une dimension que ça fatigue, ça épuise, puis la personne est en perte d'énergie. Un peu comme quelqu'un, par exemple, qui est un marathonien, qui va faire de la course constamment, puis il n'a pas le temps de se ressourcer, de se recharger, de refaire le plan d'énergie. Bon, mais tranquillement, sa batterie va se vider. Ça prend des moments de recharge. Puis il y a une dimension aussi que il y a une dualité qui est là. Si vous écoutez un enregistrement de Marc de la Salle, souvent il est en tension. Dans son rapport avec l'esprit. Certes, la tension peut être créative, certes, la tension peut être propice de dévoilement que la personne qui est en état d'unisson spirituel avec des forces n'aura pas accès. OK, il y a des avantages liés à ça, mais en même temps, ça génère à un certain niveau un état de souffrance. Si vous écoutez un enregistrement de Bruno Groening, vous allez voir la vibration n'est pas pareille que du Marc de la Salle ou du Bernard de Montréal. Il y a des gens naturellement qui vont dire la haute spiritualité, c'est naïf, le discours n'est pas aussi élaboré, la parole n'est pas aussi définie,
Ensuite, la capacité de saisir l'ampleur du réel n'est peut-être pas aussi grande. Mais le point, c'est que si ça agit pour générer un état d'être agréable, ben ça donne ça comme bénéfice. Bruno Gröning disait que bon, c'était pas lui qui guérissait, c'était Dieu. Puis il faut se connecter sur l'onde de guérison qui est là, qui est disponible. Il suffit d'être ouverte à elle pour vivre la guérison. Donc, vous voyez, la dynamique est plus dans une réceptivité. C'est comme si, quand j'écoutais son discours, ça me fait penser que l'état normal de la personne, c'est d'être en santé. Puis c'est le manque d'ajustement dans la vie d'un individu ou son assujettissement à des programmations, des automatismes déréglés qui créent la maladie ou les problèmes. Dans un sens, on peut dire que la maladie, c'est une déconnexion de Dieu ou la conscience universelle ou l'univers. Donc, le manque d'unité avec le tout, si on peut dire, qui amène la dualité. Il y a des choses derrière ça. Ma conscience sur le plan individuel va osciller dans des zones où je suis plus comme un moine, je me sens comme un moine contemplatif. Contemplatif, ouais, de la nature. D'être capable de me nourrir de la beauté de la nature quand que je vois des belles fleurs, des végétaux, des arbres. Dans la présence aussi. J'aime marcher, si l'occasion se présente, proche d'un cours d'eau, entendre le son hypnotique des vagues. Ça va me ressourcer dans ma sensibilité. Puis en même temps, ben, sans le vouloir, je ne cherche pas à provoquer ça, mais je suis confronté à des chocs de vie qui m'amènent à monter en vibration, monter en contestation, vivre des états de colère mentale. Mais la vibration de la colère mentale crée des tensions que je n'ai pas quand que je suis plus relax. Moi, c'est sûr qu'en tant que personne, je cherche plus à être relax. La dualité va un peu dans le sens que, disons que si je ne fais pas d'effort puis je suis sur le pilote automatique, je vais me comporter un peu comme un religieux, un moine contemplatif qui ne cherchera pas nécessairement à évoluer. Je vais chercher plutôt à apprécier ce qui est là. Mais si je vis des chocs, là, c'est comme si ça me force à devenir un combattant, un soldat, puis j'aime pas ça. Ça ne doit pas être agréable pour des gens qui se font imposer un service militaire alors qu'ils ne le désirent pas, là. Donc, moi, je serais de l'avis... des fois, les oppositions que je vis m'amènent à être en état de colère, puis des fois, je dis au plan, ben là, vous allez vous organiser vous-même avec vos désordres, là. Vous trouvez quelqu'un d'autre que moi pour établir l'ordre par rapport à telle situation de désordre, parce que mon rôle, c'est pas d'être un sous-traitant qui est là pour faire le ménage. Donc, moi, mon intérêt, c'est pas d'être un préposé à l'entretien ménager qui va tout nettoyer ou compenser pour les dégâts d'une civilisation évolutive. Il y a des hosties de limites. Donc, j'ai à garder, oui, ma psyché en l'ordre, oui, m'organiser, pas polluer l'environnement, mais je cherche pas à compenser. Il y a tellement de désordre dans la société. On peut tellement nous récupérer avec des rôles spirituels ou de sauveurs. C'est incroyable. Quand on regarde ça, on porte attention à ça. Mais avec les années, ben, je suis très sensible à l'environnement. J'ai une dimension contemplative, mais j'ai une vigilance d'esprit qui est là parce que j'ai beaucoup souffert dans le passé. Et c'est souvent la souffrance qui ouvre les yeux. On peut faire des beaux discours pendant des années de temps, mais ça n'équivaudra jamais la souffrance vécue individuellement pour amener un changement au second niveau. Donc, c'est ça qui fonctionne davantage. On peut faire, par exemple, un enregistrement en disant que, ben là, parce que je pourrais me prononcer sur plein de choses, dans le sens... c'est parce qu'il y a plusieurs sujets délicats. Vous voyez, j'ai un petit peu de retenue. Donc, tu sais, quelqu'un peut mettre en garde une population en disant, ben, c'est important qu'il y ait un cadre pour encadrer les immigrants quand ils arrivent pour éviter les débordements. Puis qu'à un moment donné, ben, il n'y ait plus des relations égalitaires entre les hommes et les femmes. Qu'il y a des gens issus d'autres pays qui cherchent à imposer leurs croyances, leurs valeurs en croyant faire le bien.
pour mettre en place une dictature religieuse. On peut dire ça d'une manière assez pondérée, sans nécessairement, avec une certaine diplomatie, là, sans chercher à créer le choc. Puis le message, bon, les gens vont dire, ben, il est doux dans son approche, il dit ce qu'il a à dire, mais c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment alarmant. Mais si tu prends la parole, puis au contraire de cette approche-là, on va un peu plus confronter la personne en disant, ben, est-ce qu'il va falloir que vous attendiez qu'il y a des femmes qui se fassent violer, qui se fassent battre ou qui soient forcées de porter le voile quand elles se promènent sur la rue pour réaliser l'importance d'encadrer davantage les immigrants quand ils arrivent pour éviter l'imposition de valeurs religieuses ou de coutumes à la population? Est-ce qu'il faut que vous attendiez qu'il y ait des drames? Là, à ce moment-là, ça va créer plus de tension ou de choc. Ou si tu dis à la personne, est-ce que vous voulez que la société en Europe, dans le fond, ça ressemble à la société iranienne où lors de l'automne 2022, une jeune femme, dans la vingtaine, dans la fleur de l'âge, eh bien, elle ne portait pas son voile comme il faut. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Donc, à ce moment-là, ils l'ont battue, puis elle est morte suite aux blessures. Puis, dans le fond, ça fait partie de l'imposition de croyances puis de valeurs où on force des femmes à porter le voile. Est-ce que vous attendez que les femmes dans des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne, qu'il y ait certains quartiers que si les femmes ne portent pas de voile, certaines zones, certaines rues, ben, soit qu'ils vont se faire injurier dans un premier temps, ensuite peut-être battre mortellement là, comme en Iran. Est-ce qu'il faut se rendre à ce niveau-là pour réaliser l'importance de l'égalité homme-femme, puis de mettre en place des cadres sociaux qui permettent d'encadrer les comportements et d'éviter des débordements. Donc, mais on peut faire des beaux discours en disant ben, c'est important de bien encadrer les choses, mais c'est quand que la personne est confrontée à une situation aberrante que c'est là qu'elle peut se réveiller. Comme là, la jeune fille, lors de l'automne 2022, qui est morte suite à ses blessures, alors qu'elle ne portait pas adéquatement le voile, ben là, il y a des gens qui ont fait des manifestations pour protester contre l'imposition de l'État en Iran des femmes à porter le voile. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des groupes de gens qui veulent faire en sorte que, au nom de croyances religieuses, que tout le monde se conforme à certains comportements pour leur bien. Donc, et ça prend des drames humains à un certain niveau pour que les gens s'éveillent. Donc, ça fait partie de la vie. Souvent, c'est à travers l'expérience d'un drame humain, quelqu'un qui perd un proche, que là réalise l'importance de certaines choses, d'observation qui amène à réaliser l'aberrance de certaines choses, dans le sens que l'importance de prendre sa santé en main, puis d'avoir de l'argent de côté, surtout si vous vivez au Québec, pour avoir accès à des ressources de santé, ben, comme récemment je l'ai vu, dans le sens que je parlais avec ma compagne, mon beau-père avait un médecin de famille, or il est parti à la retraite, puis naturellement, ben, lui il est âgé quand même, il a plus que 80 ans, donc c'est une personne vulnérable. Il a donné son nom naturellement pour avoir accès à un autre médecin. Naturellement, il est sur liste d'attente. Là, il y avait un problème de santé aujourd'hui, puis il n'y avait pas de médecin de famille. Donc, ça crée une situation qui est problématique. Puis c'est aberrant. Lui, je veux dire, il a passé de bonne partie de sa vie à travailler. Je veux dire, il a payé des taxes depuis sa naissance ici. Tu sais, le coût des taxes, des impôts, tout ça mis ensemble, ça représente une quantité considérable d'argent. Puis après ça, lui se ramasse un peu plus avancé dans sa vie, passé l'âge de la retraite, qu'il s'attend logiquement à quelqu'un qui paye toute sa vie puis qui, entre guillemets, est un bon citoyen. Il s'attend à un retour du système. Puis là, naturellement, si quelqu'un a un médecin qui part à la retraite, la personne... elle se ramasse orphelin de médecin, puis le temps qu'elle ait un autre, c'est variable.
Ça fait partie des déboires. Pour se prémunir de ça, ben, quelqu'un, c'est sûr, on peut dire, tu peux essayer de prendre ta santé en main, écouter des enregistrements de Bruno Goering ou autres, en tout cas agir d'une manière intelligente pour favoriser la santé, mais ça peut être aussi mettre de l'argent de côté pour pouvoir se payer le médecin, donc au privé. Fait que ça fait partie aussi de l'intelligence, puis se défendre contre une société qui est décadente, où les gens n'ont pas nécessairement accès aux ressources. Donc, c'est sûr que ma conscience d'aujourd'hui est beaucoup plus axée sur la dimension capitaliste que dans le passé. Puis c'est important de faire de l'argent, comme disait Bernard de Montréal, de s'occuper de son steak. Puis, tu sais, il y a des dimensions par rapport à son instruction que j'approfondis, que je comprends. Il y a des gens qui vont être spirituels, vont dire non, non, c'est pas beau de faire de l'argent, mais oui, mais est-ce que vous voulez, c'est parce que ça en prend dans la vie pour fonctionner. Donc, moi, en plus de faire des enregistrements, naturellement, j'ai un emploi normal parce que sans ça, je pourrais pas fonctionner. Puis là, je regarde ce qui me met en colère ou en vibration, ben, c'est la mauvaise gestion sociale. Puis le fait que je suis obligé de compenser par cette stupidité-là. Donc, il y a toutes sortes de situations aberrantes, là, dans le sens qu'il y a des gens, entre autres, là, je repensais tantôt à une nouvelle que j'avais entendue il y a quelques semaines, puis le temps passe vite. En fait, c'était en décembre 2023, je l'ai devant moi, où il y a eu 2 patients qui sont morts aux urgences de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay sans avoir pu voir un médecin les 29 et 30 novembre dernier. L'un de ces patients a attendu 12 heures alors qu'il devait voir un médecin dans les 30 minutes suivant son arrivée. C'est une nouvelle de Radio-Canada que je viens de vous lire textuellement. Ben ça, c'est un exemple d'aberration du réseau de la santé où il y a des gens aux urgences qui attendent puis qui ne voient pas de médecin puis ils meurent. Puis ça, c'est en 2023. Je veux dire, c'est quelque chose de récent. Ça serait bien que les nouveaux arrivants soient au courant de ça quand ils arrivent ici. Des réalités québécoises, du caca-nada. Tu sais, il faut qu'ils réalisent que les ressources médicales sont défaillantes. Puis comment s'en prémunir? Ben, c'est d'essayer de se responsabiliser par rapport à sa santé pour justement pas se retrouver à l'urgence. Puis avoir l'argent, sinon de se payer le médecin privé qui va faire qu'on n'attendra pas sur une liste d'attente interminable si on a besoin d'une opération ou quoi que ce soit. Fait que oui, je valorise l'argent parce que ça donne un pouvoir. Par contre, je dis qu'il ne faut pas être esclave de l'argent non plus, dans le sens que si je ferais des enregistrements où je parle de conscience pour l'argent, ben vous savez très bien que ce que je ferais, c'est que ça virerait sur une forme de dérive sectaire comme plusieurs personnes. Donc, mais c'est pas mon but. Dans le sens que dans ma démarche, ça serait facile de faire miroiter aux gens ce qu'ils veulent entendre, leur parler des anges, des capacités. Ben, certes, les gens peuvent avoir des capacités de guérison, mais il faut être honnête quand même aussi, dans le sens que si quelqu'un fait miroiter à un autre qui peut la guérir, il y a des responsabilités derrière ça. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, le phénomène Bruno Groening, là, parce qu'il y a une série de vidéos que là, j'écoute sur YouTube là, par rapport à lui. En fait, je peux vous donner le titre s'il y en a qui ça intéresse. C'est bien fait, c'est sympathique. J'avais commencé à écouter ça avec ma compagne, puis c'est tellement doux comme vidéo que ça donne le goût de les écouter, là, dans le sens que pour se détendre. Là. Ça s'appelle le phénomène Bruno Groening-film documentaire. Donc, la partie 1, 2, 3 que vous pouvez retrouver aisément là, sur YouTube. Puis à un moment donné, ben, il y a un procès qui est fait. Puis là, ben, il se fait accuser de pratique illégale de la médecine. Et lui, il va dire, ben, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Donc, là, c'est comme intéressant là, comme approche. Parce que si quelqu'un dit qu'il guérit, ben là, il peut y avoir un mouvement de l'ego puis de l'orgueil qui récupère le phénomène de la guérison à son avantage pour, dans le fond, se valoriser à travers ça, réfléchir ça, puis se créer une bulle, un sentiment de puissance. Tandis que si la personne dit, ben c'est pas moi, mais c'est linéaire. On le prend dans un vocable différent, disons, c'est pas moi, mais c'est l'esprit. Ben là, à ce moment-là, la personne est plus détachée du phénomène de la guérison, puis ça ne sert pas à nourrir une forme de narcissisme ou d'orgueil personnel.
Donc, c'est un peu plus sain, dans un sens. Mais tout ça pour dire quoi? Là, j'amène différentes considérations, mais ce que je constate, ben, c'est qu'il faut se prévenir de la stupidité ou des fois de vérifier des choses par soi-même. J'avais été écouter récemment une vidéo de Marine Le Pen, puis elle expliquait dans son discours qu'elle était contre l'immigration illégale. Puis qu'il y avait... C'est drôle parce que ce qu'elle décrivait dans la vidéo, ça faisait penser au scénario du Québec. Elle disait, ben là, il y a 500 000 immigrants en France. Puis là, il y a des problèmes d'accès au réseau de la santé, puis des problèmes de logement. Or, c'est précisément ce qui se déroule présentement au Québec. C'est comme si le même scénario se reproduisait, puis peut-être c'est la même chose dans d'autres pays, en relation avec des forces mondialistes qui tirent les ficelles des différents responsables de pays pour amener des vagues massives d'immigration et favoriser à ce moment-là un changement au niveau des pays pour, dans le fond, diminuer la puissance des nationalistes et amener la puissance des mondialistes qui sont en relation avec le flux important d'immigrants. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ce phénomène-là. Sinon, ben, j'ai toujours ben, j'en écoute pas tant que ça, là, parce que c'est sûr des enjeux qui se rapportent à l'Europe, mais je suis capable d'admirer au niveau intellectuel l'intelligence de Marine Le Pen et sa combativité quand elle est confrontée par des journalistes. Sinon, je suis capable d'admirer Emmanuel Macron dans sa capacité à manier le verbe. Donc, il est très articulé, là. Emmanuel Macron. Par contre, est-ce que il y a des sens vibratoires ou supramentales? Ben non. Non, il est dans le haut intellectuel, il y a de la naïveté, naturellement, mais je les observe. Donc, sinon, ben, je regarde les discours de Justin Trudeau qui sont souvent vagues dans le sens que il va parler du Canada et que tous ensemble, puis il va utiliser des phrases clés. Puis il va essayer d'être inclusif, etc. Là, c'est comme une recette avec du copier-coller. Là, c'est vraiment pas agréable de l'écouter. Mais j'observe qu'est-ce qui se passe un peu en matière de politique. Mais la plupart des politiciens, je les trouve pas intéressants en général. Là. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ben, c'est sûr que j'attends pas mon salut des mains des politiciens. Puis, je regarde qu'est-ce qui se passe, dans le sens que quelqu'un dit qu'il s'oppose à de l'immigration illégale, puis on la traite d'extrême droite, puis qu'elle est dangereuse, etc. Puis là, ça fait peur au monde. Ben là, je veux dire, bon, c'est sûr qu'elle choisit ses vocables. Au Canada, nous autres, les journalistes, on est tellement doux puis on veut tellement faire plaisir aux autres parce qu'il y avait pendant plusieurs années de temps des gens qui franchissaient d'une manière illégale la frontière des États-Unis au Canada avec le chemin Roxham. Et comme on disait qu'ils franchissaient ces gens-là, les demandeurs d'asile, en passant par là d'une manière illégale, bon, des journalistes, des gens de la politique ont dit, ben là, ça nourrit des mauvais préjugés au sein de la population par rapport à ces individus. Donc, on va dire qu'ils franchissent la frontière d'une manière irrégulière. Mais oui, mais si la personne, au lieu de prendre la porte, elle passe par la fenêtre pour se rendre dans une maison, on va dire que c'est irrégulier ou c'est illégal? T'sais, au lieu de passer par le passage officiel, tu cognes à la porte, je veux rentrer, puis la personne, dans le fond, va dire, ben oui, tu peux rentrer ou pas. Non, la personne, elle passe par la fenêtre et est confrontée par rapport au fait établi qu'elle est rentrée. Puis là, elle dit qu'elle demande l'asile, comme elle est sur le terrain, ben là, elle a été hébergée, nourrie par l'État le temps que sa demande est traitée. Or, si la quantité est très grande de migrants, ben, le délai de traitement va être de plus en plus long, ce qui va faire en sorte que ça va lui permettre de rester le plus longtemps possible en étant logé et nourri par les citoyens canadiens, donc en étant entretenu par eux.
Et c'est sûr qu'entre-temps, plus que le temps passe, si la personne est en âge de procréer, si elle a des enfants, puis ils naissent au Canada, sont citoyens canadiens, et comme c'est pas beau de séparer les familles parce qu'on est spirituel, ben là, elle marque des points. Si elle a un enfant, deux enfants pendant que sa demande est en traitement, ben elle a plus de chances que d'être reconnue comme éventuellement citoyenne canadienne, parce que ça va marquer des points en sa faveur. Fait que si les délais de traitement sont longs, de plus en plus longs, ben c'est à l'avantage de certaines personnes, parce qu'à un moment donné, la personne peut dire, ben là, ça fait plusieurs mois que je suis là, je suis habitué au mode de vie canadien, etc. Donc, il y a tout un système qui est mis en place présentement. J'observe, en fait, comme dit précédemment dans un enregistrement passé, je ne suis pas fermé à l'immigration en attendant que ça se fasse avec intelligence, avec discernement. Mais il y a des limites aussi à l'immigration illégale ou irrégulière parce qu'il y a des gens qui vont passer la frontière puis c'est des criminels. Dans certains cas, pas tout le monde. C'est ça, je regardais le discours de Trump que lui, quand il avait fait un débat politique avec Joe Biden, là, il y a à peine quelques jours, de 90 minutes. Bon, ben là, lui, il disait qu'il y avait des immigrants illégaux qui franchissaient la frontière, que c'était, il y avait des malades mentales, des criminels. Là, il en mettait, là, pour mettre l'emphase que ça peut être une menace. Oui, il y en a qui sont une menace, mais c'est pas tout le monde. C'est sûr que là-dedans, il peut y avoir du monde qui sont corrects, qui sont de bonne foi. Il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier, faire preuve de discernement. Puis quand que j'amène certains propos, ben, il ne faut pas mal interpréter ma parole. Par contre, il ne faut pas être naïf. Et c'est ça le problème. Et il y a des gens qui vont se réveiller de la naïveté. C'est quand que on va mettre en place ou des gens, en fait, vont mettre en place des mesures très strictes ou qui vont être victimes d'insultes ou de menaces s'ils ne portent pas le voile en société, dans certaines zones, certains quartiers. Donc, ils vont être obligés de vivre en fonction de coutumes qui vont leur être imposées, puis s'ils ne le font pas, ben, un peu comme la jeune fille qui est morte en Iran battue, ben, la personne elle va en payer le prix à un certain niveau. Donc, c'est ça les enjeux présentement, là. On se dirige vers certains enjeux de confrontation de civilisation. D'un côté, il y a le conservatisme religieux, puis en même temps, tu as le mouvement LGBTQ+, avec les transsexuels. C'est sûr que c'est dans une société, tu essaies de dire que tout le monde peut, à travers le vivre ensemble, inclusif, s'entendre, alors que tu as des visions du monde extrêmement opposées et polarisantes. C'est sûr que ça risque de créer des conflits, là. Tu sais, imaginez une section de ville où ce que les femmes se promènent toutes avec le voile, puis là, il arrive un homme habillé en femme. Tu sais, en tout cas, ça risque d'être... tu sais, dans certains pays, l'homosexualité, comme l'Iran, les gens peuvent se faire condamner à mort, tandis qu'dans une autre société, les gens en sont non seulement fiers, mais ils vont s'habiller, dans certains cas, là, en drag queen ou ils vont vouloir en faire la promotion avec des vêtements arc-en-ciel ou des habillements dans certains cas là, caricatural. D'ailleurs, il y a des gens de la communauté homosexuelle qui vont être critiques par rapport à la parade de la fierté gay en disant que dans certains cas, il y a des habits dans le fond excentriques qui vont comme nourrir des préjugés à l'égard des homosexuels, là, donc avec des habits hauts en couleur. Mais bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde là, qui va s'habiller avec des costumes pour attirer l'attention là, naturellement. Là, et ce que je dis, ben naturellement, les gens qui sont homosexuels ou pas, tout être humain, normalement, devrait avoir droit au respect en société. Là, ça devrait faire partie des paramètres de base. Là. Mais le point que je veux faire, c'est d'être capable d'observer ce qui se passe dans la société, de ne pas être naïf comme par rapport à la guerre en Ukraine. Lorsque je vous parle, en juillet 2024, bon, ben, la fameuse contre-offensive qu'on attendait des forces ukrainiennes, on a entendu une contre-offensive parce que le conflit a commencé lors de l'hiver 2022.
À l'été 2022, on nous a dit, vous allez voir, il va y avoir une contre-offensive, puis les forces ukrainiennes vont reconquérir le territoire qu'ils avaient perdu aux mains de la Russie. Or, ça ne s'est pas fait. Ensuite, 2023, bon, ça va faire un peu plus d'un an, ils vont être plus préparés, ils vont avoir eu en grande quantité du matériel des pays occidentaux. Naturellement, la contre-offensive annoncée ne s'est pas réalisée. 2024, naturellement, puis on est au mois de juillet. Parce que souvent l'été est plus propice à une contre-offensive parce que les chars d'assaut, entre autres, ont moins de chances de s'enliser dans la boîte ou dans la neige de l'hiver. Donc, si on utilise, par exemple, des chars d'assaut pour aller prendre des positions, mais non, ça ne s'actualise pas plus. Donc, il ne faut pas être naïf. Moi, c'est sûr qu'avec ma conscience, puis j'en ferai pas 36 000 enregistrements à ce sujet-là, ce que je vois, c'est que présentement, les pays occidentaux ne rendent pas service au peuple ukrainien en leur donnant du matériel militaire au compte-gouttes. La raison, c'est que ça fait plus que 2 ans et ça ne fonctionne pas la stratégie. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens en Ukraine qui meurent. Je ne sais pas si on attend que toute la population en âge de combattre soit décimée, puis on se ramasse un peu comme lors de la chute de Berlin vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où à Berlin, il y avait pour défendre la ville les personnes âgées et également les jeunes enfants qui avaient été militarisés, donc les jeunes de la jeunesse hitlérienne, pour attaquer les forces russes qui cherchaient à entrer dans la ville. Avec donc les Allemands se sont comme au lieu de faire une rémission, de se rendre, ils ont dit non, vous allez vous battre jusqu'au dernier avec l'armée du peuple. Donc, ça a occasionné des souffrances inutiles naturellement. J'avais fait un enregistrement lors de l'année 2022 avec Berthold quelques jours après le début de la guerre où on disait qu'on voyait, en fait, lui percevait de ce que j'avais compris qu'il allait avoir un paquet de souffrances inutiles par rapport aux Ukrainiens. Puis, c'est ce qui est en train de se concrétiser. Donc, on va voir. Moi, j'ai l'impression que c'est pas parti pour qu'il y ait une entente de paix. L'Ukraine cherche à établir une paix avec la Russie pour éviter des souffrances inutiles. Puis, c'est un enlisement. Là, ce que j'avais entendu parler, c'est que la moyenne d'âge, c'était mon âge. Ça m'a marqué des combattants ukrainiens, 43 ans. Puis peut-être que dans quelques années, ça va être du 70 ans et plus. Puis ça va être des gens à marchette avec une Kalachnikov. Donc, imaginez quelqu'un dans les tranchées qui se déplace avec une marchette. Puis on lui donne une Kalachnikov. Puis on va dire, tu vas défendre le pays. Ça peut paraître ridicule, mais j'exclus pas cette possibilité-là. Ben oui, des soldats de 70 ans et plus, ou 80 ans et plus. À un moment donné, quand ils n'auront plus assez d'hommes, ou des femmes, ou des enfants, un peu comme dans l'Allemagne nazie, il y avait un enfant qui avait eu une médaille d'Adolf Hitler qui avait détruit des chars d'assaut avec un lance-roquette. Donc, peut-être qu'on va voir ça. Imaginez des enfants de 12-13 ans qui, on va leur donner des mitraillettes. Parce que je pense pas que en tout cas à court terme, les Américains vont envoyer des soldats là. Même Emmanuel Macron puis la France, là, même s'ils excluaient pas la possibilité d'eux. Là. Mais bref, je ris, mais c'est pas drôle. Donc, en fait, je suis pas pro-russe ni pro-ukrainien, mais ce que je peux dire au peuple ukrainien, s'il y a des gens qui m'écoutent, soyez pas naïfs par rapport aux Occidentaux. Parce que si vous voulez vraiment vous aider à régler la guerre rapidement, ça serait déjà fait depuis longtemps. Donc, ça fait au-dessus de 2 ans qu'il y a une guerre, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas nécessairement une volonté réelle d'amener des changements au second niveau. Si vous étudiez un peu l'approche psychosociale, la psychosociologie interactionniste stratégique que j'ai étudiée il y a quelques années. Vous avez d'ailleurs un livre à ce sujet que vous pouvez vous procurer en ligne qui a été écrit par Yvon Pépin qui a développé l'approche.
Bon, ben, naturellement, la plupart des gens, ça les intéressera pas. C'est que dans l'approche, c'est très simple. C'est à regarder concrètement qu'est-ce qui fonctionne, puis faire ce qui fonctionne. Puis si vous voyez qu'une stratégie ne fonctionne pas, vous ne la répétez pas dans le temps. Et l'image classique par rapport à ça est celle de la mouche. Donc, vous avez une mouche. La mouche n'est pas trop intelligente, elle veut retrouver l'extérieur et elle est coincée dans l'intérieur d'une maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de sortir à travers la fenêtre et elle va sauter sur la fenêtre une fois. Puis comme la mouche elle prend pas, puis elle fait pas, elle fait plus de la même chose, ben une deuxième fois, troisième fois. Vous avez sans doute observé plusieurs fois dans votre vie le phénomène qu'un insecte entre à l'intérieur d'une maison. L'insecte cherche à s'en sortir en voulant passer à travers la fenêtre parce que la fenêtre est transparente. Il va sortir contre la fenêtre une fois, deux fois, trois fois, puis l'insecte peut s'enliser. Puis des fois, ben, naturellement, l'insecte, c'est pas de nourriture à l'intérieur, va finir par mourir. Puis des fois, on voit qu'en bas d'une fenêtre, sur le rebord, ben, il va y avoir une mouche de décédé. Pourquoi? Parce que la mouche n'a pas agi avec des stratégies différentes dans l'optique de retrouver sa liberté et d'aller à l'extérieur. La morale de l'histoire, c'est que ça peut amener une personne ou un insecte à la perte de faire plus de la même chose, surtout si ça ne fonctionne pas. Donc, avoir une vision pragmatique des choses, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne, ce qu'on fait depuis 2 ans, pour, par exemple, si on parle des gens du peuple ukrainien pour gagner la guerre, la réponse c'est non. Est-ce que les pays occidentaux sont d'une grande utilité? Non. Même, je les trouverais de leur perspective contrariant parce qu'ils font miroiter que éventuellement l'Ukraine va faire partie de l'OTAN, mais ça ne sera pas avant que la guerre soit finie avec la Russie. Faut pas qu'ils soient obligés de s'engager en support à l'Ukraine dans un conflit ouvert avec la Russie. Tu sais, c'est comme de dire, ben, éventuellement, quand tu as réglé ton problème, ben, tu peux te joindre à nous autres. Mais là, c'est quand que la personne va régler son problème qu'elle aura plus besoin, justement, de l'aide d'autres pays parce que précisément son problème est réglé. C'est comme la personne qui va voir un banquier qui dit j'ai besoin de l'argent, si vous pouvez me donner un prêt parce que je veux, dans le fond, m'acheter une maison. La personne va dire ben qu'est-ce que tu peux nous donner en garantie? Ben là, si la personne n'a pas d'avoir, n'a pas de liquidité, n'a pas de travail, ben elle peut se faire dire ben il faudrait que tu me donnes en garantie une maison qui va me permettre par la suite de faire une hypothèque sur ta maison actuelle dans l'optique que tu contractes une autre hypothèque pour payer une autre maison. Comme ça, je vais pouvoir saisir la maison que tu as déjà au cas où il y a un défaut de paiement pour payer ta nouvelle maison. Puis l'autre peut y répondre, ben à quoi ça sert de te consulter pour contracter une hypothèque pour avoir de l'argent pour payer une maison s'il faut que j'aille déjà cet argent-là que je peux mettre en garantie pour payer la maison ou des actifs de ce verre-là pour payer la maison. Tu sais, si la personne a déjà l'argent, pourquoi, comment dire, faire affaire avec un banquier? Tu sais, c'est un peu un cercle vicieux. Ben là, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas vraiment intelligent. Probablement que dans plusieurs mois, plusieurs années, là, quand il va y avoir des... C'est parce que j'ai l'impression que ça va aller moins vite que la guerre en Afghanistan, où ce que les gens occidentaux, à un moment donné, vont vouloir que ça cesse ou qu'il y ait, qu'il y ait une implication militaire. Ce qui est arrivé, entre autres, avec le bourbier en Afghanistan par rapport aux Américains qui se sont retirés, c'est qu'il y avait des soldats qui ont été déployés au sol. Et là, c'est sûr que les mères de famille qui voient que leurs enfants meurent en pays étrangers, il y en a qui sont contrariés. Puis là, quand ça fait au-dessus de 10 ans que tu as des enfants, en fait des soldats américains qui sont rapatriés en sol américain, décédés pour faire une guerre dans un pays lointain, c'est sûr que ça aide pas pour la popularité de la guerre par rapport à la population publique, notamment par rapport aux amis et aux proches des gens décédés. Donc, mais là, comme là, il n'y a pas de troupes, de soldats qui sont envoyés pour faire ouvertement la guerre, ben on n'a pas ce retour-là. Tu sais, il y a des gens qui, dans les années 1970, avaient manifesté aux États-Unis contre la guerre au Vietnam parce que ils ne voyaient pas pourquoi aller combattre des gens dans un pays lointain qui s'en prenaient pas directement au pays des États-Unis. Je veux dire, les Vietnamiens, à l'époque, ils ne voulaient pas envoyer la bombe nucléaire sur les États-Unis ou faire une invasion des États-Unis.
Non, à ce moment-là, ils trouvaient que c'était pas pertinent. C'est un petit peu ce qui est arrivé en Afghanistan, dans le sens que, bon, il y a eu les attentats du 11 septembre qu'on a attribués à Al-Qaïda, qui avait une base en Afghanistan, mais ça représentait pour les Américains une menace lointaine, puis là, d'impliquer de leurs enfants, faire le sacrifice de leur chair, c'est un coût qui est lourd à payer. Là, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est que présentement, il n'y a pas de forces officiellement, directement, qui sont impliquées. Mais il y aura peut-être une fatigue financière dans le sens que plus qu'on dépense de l'argent à coups de milliards, puis garder le pays à flot sur le respirateur économique artificiel, ben, à un moment donné, peut-être les gens vont être tannés de prêter ou de donner de l'argent à l'Ukraine là, dans les pays occidentaux. Mais on verra. On verra qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans une perspective de l'enlisement. Puis là, la guerre économique que voulaient faire les pays occidentaux par rapport à la Russie pour les amener à plier, ben, ils ont vu qu'après au-dessus d'un an où ce que des sanctions économiques ont été appliquées à la Russie, ben, ça les a pas nui économiquement. Ça les a pas fait changer puis reculer en Ukraine. Leur économie présentement se porte très bien. D'ailleurs, j'avais entendu quelqu'un sur le web qui disait que dans les derniers mois, il y a une croissance économique de plus de 3%. Donc, ça n'a pas fonctionné du tout. Et ça, quand les gens observent des constats puis des faits, ben, ils sortent de leur illusion. Puis l'illusion de la contre-offensive, que les Ukrainiens reprennent du territoire, que c'est possible quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis le temps passe, mais là, à mesure que le temps passe, à mesure que les gens vont réaliser ou n'auront d'autre choix que de réaliser les limites d'avoir de telles croyances. Mais ça prend une forme de saturation. Il faut laisser les gens vivre leurs choses. Moi, je suis saturé. J'ai pas donné une crise de scène à l'Ukraine. Non pas que j'ai pas d'empathie par rapport à la souffrance vécue, mais je crois pas que ça soit sain de leur faire miroiter qu'ils ont des chances réelles de gagner la guerre. Si les pays occidentaux voudraient sincèrement aider les Ukrainiens, inquiétez-vous pas qu'à ce moment-ci, la guerre serait réglée depuis belle lurette. Je veux dire, mais il faudrait qu'ils fassent d'autres choses. Puis faire d'autres choses, c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire manipuler l'Ukraine pour les amener à accepter des conditions de paix avec la Russie, en faisant trop du chantage économique. Mais ça pourrait être aussi d'envoyer des soldats en Ukraine, puis un engagement ouvert des différents pays contre la Russie, ce qui déboucherait sur une guerre mondiale, probablement. Donc, il y a différentes options, mais l'option de vouloir changer les choses à un second niveau, je n'y crois pas. Puis, ma prédiction que je fais, c'est que dans les prochaines années, peut-être que pour l'été 2025, là, ça va être vrai. Là, ça va être la vraie contre-offensive. Puis on va nous faire miroiter ça, mais en réalité, j'ai l'impression que ça ne se passera pas plus. Et que, dans le fond, la Russie est en train de faire une guerre d'usure avec l'Ukraine qu'elle est en train de gagner. Et que, quelque part, dans les prochaines semaines ou prochains mois, c'est inévitable que l'Ukraine devra faire des concessions pour qu'il y ait un cessez-le-feu, puis qu'il y ait des ententes, puis des accords de paix. Et ça va être dur pour Zelensky puis toute sa gang là, de plier sur leur orgueil advenant le cas. Donc, on verra bien jusqu'où ça va se rendre, mais je pense que les Russes sont en bonne position pour mener une guerre d'usure par rapport à l'Ukraine. Puis l'Ukraine, à un moment donné, je veux dire, les quantités de personnes en âge de combattre, ils ont leurs limites aussi. Puis si tu n'envoies pas d'autres soldats de l'extérieur, ben à un moment donné, c'est un petit peu comme, par exemple, autrefois au Moyen-Âge, tu avais un château qui était encerclé. Bon, mais il pouvait y avoir des gens qui s'occupent du château qui allaient combattre, mais à un moment donné, les gens, pour faire garder les frontières aussi du château, de l'intérieur vers l'extérieur, mais à un moment donné, ces gens-là ont des limites, puis quand ils sont tués, ben, je veux dire, ils ne peuvent pas être remplacés rapidement, il n'y a pas assez de naissances pour compenser par rapport aux gens décédés, fait qu'à un moment donné, ben, ils se font avoir par usure, ou comme la personne dans un château peut être déconnectée de l'environnement, si elle n'a pas accès à certaines ressources
qui sont seulement à l'extérieur du château pour s'alimenter, mais ça fait des gens qui vivent des carences alimentaires. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est que oui, les Américains et les Alliés envoient certaines ressources à l'Ukraine, mais ça a ses limites aussi, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau envoyer des chars d'assaut, envoyer des avions, mais ça prend des gens pour les utiliser. Puis, je regarde ça. Je trouve ça stupide, qu'est-ce qui se passe. Je trouve que c'est une mauvaise gestion de l'argent qui est faite en faisant miroiter que ça va leur permettre de reconquérir le territoire qu'ils ont perdu, puis tout ça, puis sont solidaires. Je trouve que c'est pas réel, mais pendant ce temps-là, le lobby des armes, c'est eux autres qui s'enrichissent, que ce soit le pays, les États-Unis qui payent les armes pour l'Ukraine, ou que, dans le fond, ils font des prêts à l'Ukraine pour qu'ils achètent des armes américaines. Dans les deux cas, c'est des contribuables, que ce soit américains ou ukrainiens, qui vont être pris tôt ou tard à rembourser le coût des armes, puis celui qui en tire profit, ben, c'est celui qui vend les armes. Voilà ce que je vois. C'est le complexe militaro-industriel de pays fournisseurs d'armes qui ne sont pas exposés directement à des pertes humaines qui peuvent en tirer profit de la situation. Bon, j'ai assez parlé. J'avais commencé à parler d'un rêve, puis là, finalement, je me suis étendu sur plusieurs sujets dans le cadre de cette capsule. Donc, on va voir comment ça va évoluer, la situation, ou évoluer en Ukraine, parce que j'ai l'impression que ça va se détériorer dans les prochains mois en termes de qualité de vie par rapport aux gens. B, c'est à moi, dans mon intelligence, de me préserver du drame involutif. Et pour ça, ben, je peux me connecter à ma conscience, à mon esprit, à la vitalité qui est là. Donc, comme disait Bruno Groening dans un enregistrement, se connecter à l'onde qui guérit. Donc, lui parlait de se connecter à Dieu, où on peut se connecter à la santé, à l'intelligence, tout en étant lucide par rapport au déboire involutif de certains peuples dans le monde qui se déroulent pour se prévaloir de la bêtise humaine. Donc, sur ces considérations, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.